Liban, l'amour possible, chapitre 2. Le repas du dimanche était toujours un temps de paisible détente. Rosa, Lamia et les deux plus jeunes se rendaient habituellement à la messe, à l'église maronite, qui se dressait au sommet de la colline, tandis qu'Amine et son père faisaient la grasse matinée pour effacer les fatigues de la semaine. À midi, toute la famille se retrouvait dans la véranda pour le déjeuner. C'était le moment de la semaine que Rosa aimait entre tous. Personne n'avait à se presser, et elle pouvait servir tout son monde à la fois. Elle apportait à table le repas qu'elle avait en grande partie préparé la veille, ce qui lui permettait de s'asseoir avec les siens et de prendre part à la conversation familiale et à la gaieté générale. Mais aujourd'hui, Amine ne déjeunerait pas avec eux, à la grande déception de Rosa, qui ne pouvait jamais s'empêcher de prévoir pour lui un des plats qu'il préférait. Il avait obéi à son père, bien que de mauvaise grâce. Le centre d'entraînement de la milice locale ne l'avait pas vu de toute la semaine. Ce dimanche-là, toutefois, le chef de son parti devait inaugurer une église dans le quartier ouest, de l'autre côté du fleuve. Amine n'avait eu que de rares occasions de voir vraiment son héros de près. Aussi ce jour-là, lui et Annie allaient-ils se tenir parmi la foule, et peut-être le grand homme jetterait-il un coup d'œil dans leur direction. Il comprendrait alors, à l'ardeur de leur regard et au sérieux de leur jeune visage, que deux de ses partisans au moins étaient prêts à donner leur vie pour la cause. Amine avait quitté la maison d'assez bonne heure ce matin. Pour cette occasion, il avait ciré ses chaussures afin qu'elles brillent, et sa mère avait si bien repassé son costume qu'il paraissait neuf. Au fond, elle n'était pas mécontente de cette expédition qui lui donnerait l'occasion de s'approcher d'une église, lui qui s'y rendait si rarement. Même le visage de son père s'était éclairé d'un fin sourire de fierté, tandis que son fils lui disait au revoir avec respect. La matinée passa vite. Rosa était assise dans la véranda, occupée à hacher des légumes pour le déjeuner, et les enfants jouaient dans le jardin. Lamia s'était installée au salon pour faire ses devoirs, mais elle ne savait pourquoi, elle n'arrivait pas à se concentrer. Quelque chose n'allait pas. À cet instant précis, en cet endroit privilégié où elle se tenait alors qu'un rayon de soleil, ici et là, jouait avec le somptueux tapis de Damas, alors que la lumière filtrait légère et tiède, et que l'air, riche du parfum de l'oranger et du jasmin, embaumait une partie d'elle-même, criait sa souffrance et son inquiétude. Cela lui était déjà arrivé auparavant, mais jamais avec cette intensité. Cette partie d'elle-même qui l'unissait à son frère jumeau n'avait encore jamais connu une souffrance aussi aiguë. Mais elle n'y pouvait rien. Aussi resta-t-elle assise, mains croisées dans l'attente. Puis elle entendit que sa mère l'appelait et elle la rejoignit à la cuisine pour l'aider à hacher du persil et à moudre du blé. Sa mère venait juste de quitter la pièce lorsque Lamia perçut un léger chuchotement. Elle se retourna et vit Uda, sa jeune sœur, qui lui faisait signe dans l'entrebâillement de la porte. « Viens !» souffla Uda, montrant un visage pâle et défait. « Viens vite, c'est Amine qui l'a dit. » Ne dis rien à personne. Il est assis sous les orangers et... Oh, Lamia, comment te dire? Il est en train de pleurer. Lamia courut, elle le trouva au pied d'un oranger, la tête entre les mains. En l'entendant venir, il se redressa, le regard tragique. Ses vêtements étaient imprégnés d'une forte odeur de poudre. Lamia, murmura-t-il, ça y est, c'est arrivé. Il faut que je parte. Je crois qu'on aura besoin de nous tous. Mais nos hommes ont été si cruels, si violents, ils n'auraient pas dû faire ça. Il frissonnait et appuyait ses mains sur ses yeux comme pour repousser quelque horrible vision.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, Amine? Demanda Lamia. Mais, sentant toute l'horreur du moment, elle ne le questionna pas davantage. Le jeune homme paraissait obsédé. Nous avons été attaqués en sortant de l'église. Le chef n'a pas été touché, mais son garde du corps a été abattu. Je ne pouvais pas bien voir. La foule était énorme et on s'est tous précipités vers le fleuve. Il y a eu des cris, du bruit et une grande colère. Puis, un autobus qui venait d'en haut et se dirigeait vers le camp est arrivé sur la route. Notre milice a tiré. Les vitres de l'autobus ont volé en éclats. Je pouvais voir des hommes, des femmes, des enfants qui criaient, qui tombaient, le corps tailladé par les morceaux de verre, et les nôtres qui n'arrêtaient pas de tirer. Oh, Lamia, ce n'est pas la guerre, c'est du massacre, et beaucoup vont mourir maintenant. Il faut que je parte. Que tu partes? Où, Amine? Tu es glacé et tout frissonnant. Viens, rentre à la maison. Il secoua violemment la tête. Ah non, fit-il, si je vois maman, j'abandonne. Toi, tu sauras mieux ce qu'il faut lui dire, Lamia. Mais viens d'abord avec moi chez Annie. Il commença à retrouver son sang-froid, et sa sœur savait bien qu'il était inutile d'essayer de l'arrêter. Aussi le suivit-elle, dans la rue qui longeait leur maison. Déjà, la nouvelle semblait s'être répandue. De petits groupes se formaient, parlant à voix basse, l'air effrayé. Certains même barricadaient la devanture de leur magasin. Le calme régnait chez Annie. Ses parents étaient partis pour la journée chez leur fille mariée, et lui, le plus jeune, était seul à la maison. Il parut à la porte en tenue de combat, le fusil à la main, l'air étrangement mûri pour ses 17 ans. Il était grave, mais paraissait moins bouleversé que ne l'avait été Amine. Dépêche-toi, fit-il sèchement, on doit déjà nous attendre au quartier général. Tes affaires sont dans la maison. Allez, presse-toi. Demeuré seul avec Lamia, il changea soudain d'expression. Elle ne le connaissait pas très bien et pour elle, il n'était que l'ami d'Amine. Mais son visage était devenu très doux et il lui sembla qu'il voulait lui dire quelque chose. Immobile devant elle, ses doigts jouant gauchement avec son fusil. Tu vas te battre, dit-elle dans un murmure. Je crois que oui, on va sans doute essuyer des représailles. Ils ont agi comme des fous. Le garçon regarda par la fenêtre. La maison se dressait sur la colline, et par-delà le jardin rempli de fleurs, la ville s'étalait jusqu'à la Méditerranée que l'on voyait au loin, étinceler derrière les gratte-ciels et les grands hôtels. Il vaut la peine de se battre pour ça, dit-il simplement. Pourquoi devrions-nous être chassés de chez nous par des étrangers? Amine revint quelques minutes plus tard dans un uniforme trop grand pour lui. Son menton était encore aussi lisse que celui d'un enfant. Il avait peur. Il se sentait gauche et mal à l'aise, comme une personne que l'on aurait déguisée. Au revoir, petite sœur, dit-il bravement. Il hésita, puis ajouta, fais-moi plaisir, veux-tu? Monte prier à l'église, devant le crucifix. Vas-y tout de suite. Si tu attends, il sera peut-être trop tard. Et puis, dis à maman que je lui demande pardon. Amine et Annie sortirent, le fusil chargé sur l'épaule, et descendirent la rue d'un pas mal assuré. Lamia était soulagée d'avoir quelque chose à faire. Les yeux aveuglés par les larmes, elle se dirigea en tâtonnant du côté des orangeraies pour éviter les rues et gagna l'église par un sentier qui serpentait au milieu des oliveraies en terrasse. À genoux, devant la silhouette sculptée aux bras étendus, elle leva les yeux vers le visage pâle, sans expression, et la question de son frère lui revint à l'esprit. Un Christ mort peut-il nous venir en aide? Ses mains inertes, percées de clous, peuvent-elles arrêter les combats et la guerre? Elle récita cependant toutes les prières qu'elle connaissait.
Puis elle s'agenouilla. Mais ils étaient morts depuis si longtemps. Ils n'étaient que de simples statues de bois, rien de plus. Frissonnante et découragée, elle se décida à ressortir. Dès ses premiers pas au dehors, la grande lumière, le jaillissement de la vie autour d'elle lui causèrent presque un choc. Parmi l'herbe tendre des collines, les anémones faisaient éclater leurs corolles d'un beau rouge. C'était la saison où s'épanouit la fleur sauvage, où chantent l'oiseau, où embaument les jardins. La mort, ici dans cet endroit baigné de soleil, semblait n'avoir aucun sens. Lamia revint à pas lents vers la maison, allongeant son chemin en cueillant des fleurs ici et là, car elle n'éprouvait aucune hâte à prévenir sa mère. Et puis, elle pensait à Annie et à Amine. Amine, si jeune, si paniquée, et pourtant si ferme. Annie, au regard sérieux et tendre. Elle était sûre qu'il avait voulu lui dire quelque chose, et elle pensait que s'il l'avait dit, cela aurait été très important pour elle. S'il mourait aujourd'hui, cela serait perdu pour elle, à jamais. Puis, elle s'étonna de penser ainsi à Annie, alors qu'Amine était en danger. Au moment où elle se baissait pour cueillir une fleur, le tonnerre éclata. C'était non loin de là, cette fois, à l'est du fleuve. Un rugissement furieux de mitrailleuses et de mortiers. Elle vit le ciel bleu d'avril soudain s'obscurcir sous une fumée noire et se mit à courir, terrifiée, en direction de la maison. Sa mère se tenait debout à la grille, jetant tout autour d'elle des regards inquiets. Uda, cramponnée à sa jupe. Lamia, mon enfant, rentre vite. Où est ton frère? Blottis l'une contre l'autre au salon, le bruit de la bataille leur parvenant légèrement assourdi par les murs épais de la grande demeure et les immeubles des alentours, Lamia dit alors d'une voix entrecoupée de sanglots: « Je n'ai pas pu l'arrêter, maman. Ne me dis pas que tout est de ma faute. » Rosa lui caressa les cheveux. « Non, je sais, tu n'as pas pu l'arrêter, dit-elle, calmement. Il aime son pays, c'est un brave petit gars. C'est aussi ma joie d'avoir un tel fils. Que Dieu ait pitié de lui et de ton père. » Où est papa? Il est encore au magasin parce qu'il avait peur qu'on vienne piller et saccager. Mais il ne va pas tarder à rentrer. La radio indique quels sont les quartiers épargnés. Il pourra faire un détour pour revenir à la maison. Allons, venez, je vais préparer quelque chose à manger. Les petits ont faim. Elle regarda en souriant les jeunes visages pâlis, défaits, soucieux d'apaiser leur inquiétude, et ils la suivirent à la cuisine, se serrant contre elle comme des agneaux apeurés. Cependant, le bombardement s'intensifiait, et une odeur âcre provenant des incendies et de l'éclatement d'explosifs puissants s'infiltrait dans la maison. « Je crois que nous n'avons rien à craindre ici, dit la mère d'un ton calme, à moins qu'une fusée ne tombe sur le toit et ne mette le feu à l'étage, ou bien que l'immeuble d'à côté ne soit incendié. Mais je plains ceux qui vivent dans la banlieue ouest. Lamia, viens, nous allons faire du pain. Si ça dure jusqu'à la tombée de la nuit, nous devrons peut-être abriter quelques-uns de ces pauvres gens. Dieu merci, nous avons beaucoup de provisions. » Lamia se tenait sur le seuil de la porte et regardait le flot incessant de tous ceux qui se hâtaient en direction de la montagne. Ils arrivaient comme des fourmis, débouchant des rues de la ville, traversant les orangeries, procession terrifiée, désorientée. Des femmes portaient leurs bébés dans leurs bras et des paquets sur leur dos. Des hommes avaient des gosses sur leurs épaules et poussaient des voitures d'enfants et des brouettes où ils avaient entassé leurs affaires. Les plus à plaindre étaient les vieux qui avançaient en trébuchant, tantôt tirés, tantôt poussés par les leurs ou bousculés par ceux qui allaient plus vite. « Mais où est-ce qu'ils vont tous ?» demanda Uda. « Qui peut savoir ?» répliqua Lamia. « Certains ont peut-être des parents dans les villages, mais je crois que beaucoup vont devoir coucher dans la montagne cette nuit. »
Les couvents donneront asile à quelques-uns, dit sa mère. Et s'il y en a qui passent par ici, nous leur offrirons aussi un abri pour la nuit. Elle travaillait sans relâche, préparant de la nourriture comme pour un siège. Mais le temps semble long quand chaque minute qui passe ne marque pas le retour d'un père, d'un frère, et que le bombardement devient si violent par instants qu'on peut à peine s'entendre parler. C'était l'heure où le soleil décline sur la mer, mais les tendres couleurs du crépuscule allaient disparaître sous le noir rideau de la mort qui planait aujourd'hui sur le secteur. De toute façon, leur mère ne leur permettrait sous aucun prétexte d'aller regarder derrière la maison. Le bombardement continuait à faire rage et la solide vieille maison tremblait sous les impacts. À la nuit tombante, d'autres réfugiés commencèrent à affluer de la basse banlieue. Ils avaient passé toute la journée accroupis dans les caves et les sous-sols des maisons, sans savoir où fuir. Mais ils ne pouvaient supporter la perspective d'avoir à passer ainsi les terribles heures de la nuit. Profitant d'une légère accalmie, ils s'étaient enfuis vers le quartier Est, qui leur semblait plus protégé. Et Lamia se disait que sa mère avait dû leur apparaître comme un ange de miséricorde, lorsqu'elle les avait accueillis avec gentillesse et leur avait apporté à manger. Certains ne pouvaient que pleurer et trembler. D'autres avaient de terribles histoires à raconter. Un couple avait fui sa maison en flammes, avec 3 petits-enfants, et se lamentait sur la perte de tous ses biens. Une autre jeune famille était arrivée, couverte de contusions et de blessures, les cheveux et les vêtements maculés de poussière et de débris de plâtre, le plafond de leur maison étant tombé sur eux. Puis, une femme était entrée, sans un geste, sans un mot, le visage figé et meurtri au-delà de toute douleur, portant dans ses bras un petit corps, sans vie. D'autres n'avaient même pas eu le temps de s'abriter dans les caves et étaient restés sous le feu croisé entre le camp et la colline du Nord. Et que dire des redoutables tireurs à cagoule, embusqués sur les toits des bâtiments abandonnés, des corps gisant dans les rues, des issues partout bloquées. Cependant, des gens arrivaient encore. Lamia distribuait de la nourriture et du café, écoutant en silence ce qu'on racontait, tandis que Rosa portait l'enfant mort dans sa chambre et consolait de son mieux la pauvre mère hébétée jusqu'à ce qu'elle pût enfin trouver un soulagement dans les larmes. Mais Elias n'était toujours pas rentré, et Lamia ne pouvait s'empêcher de penser à tous ces corps gisant sous les décombres. Elle était persuadée, cependant, qu'Amine était vivant, car si une partie d'elle-même ressentait sa peur à lui et le danger qu'il menaçait, rien au tréfonds d'elle-même ne lui disait qu'il était mort. La nuit s'écoula lentement. La jeune mère affligée, anesthésiée par le choc et la douleur, s'endormit profondément, un bras passé autour du drap qui enveloppait son bébé mort. Rosa banda des coupures, lava des plaies, servit encore du café, apaisant, réconfortant les uns et les autres, et les enfants dormirent d'un profond sommeil. Mais Lamia resta éveillée, l'oreille tendue, jusqu'à ce que les coqs, là-haut dans la montagne, se soient mis à chanter, et que le grondement des dernières heures se soit transformé finalement en un roulement lointain, ponctué seulement de temps à autre par le sifflement aigu d'une balle. À cette heure, sans doute, tout le monde avait fini par s'assoupir, pensa-t-elle, et se faufilant jusqu'à la porte sans être vue, elle se glissa dehors dans la lumière de l'aube. Or, la douceur de l'air qui descendait de la montagne, encore plongée dans l'ombre, après l'atmosphère malodorante du couloir sans fenêtre où elle venait de passer la nuit. Bientôt il ferait jour, et les cyprès se dressaient tels de noirs épées contre le ciel qui pâlissait vers le sud. Elle se tint là un moment, respirant profondément, consciente d'être à l'unisson du jardin qui respirait lui aussi. Le parfum des fleurs et de la verdure couverte de rosée avait vaincu l'air vicié. Le chant des oiseaux était clair et pur, car le bombardement à cette heure avait cessé. Le matin vient toujours, à la fin, si l'on sait attendre assez longtemps.
Ce fut peut-être ce silence inhabituel qui réveilla les réfugiés. Toujours est-il que lorsque Lamia rentra dans la maison, chacun était déjà en mouvement, ramassait ses paquets, ses enfants encore endormis, murmurait des remerciements, puis se dirigeait d'un pas traînant et les yeux gonflés vers la porte. Les combattants eux-mêmes ont parfois besoin de repos et il fallait à tout prix profiter de l'accalmie, car qui pouvait savoir combien de temps elle durerait? Pour déblayer les débris de verre et les décombres, se préparer à la prochaine attaque, enterrer les morts. En un rien de temps, ils eurent tous quitté la maison, et pendant que les plus jeunes dormaient encore, Rosa et Lamia ouvrirent toutes grandes les portes et fenêtres, passèrent l'aspirateur sur les tapis et lavèrent la vaisselle. Elles étaient en plein travail lorsque des pas se firent entendre au dehors. L'instant d'après, Rosa se précipitait dans les bras de son mari. Il la tint un moment serrée contre lui, ému et tout surpris par ce soudain élan de tendresse, inhabituel chez son épouse, si réservée, si digne. Puis il l'écarta gentiment et questionna: Rien de fâcheux? Où est le garçon? Mais elle ne put lui répondre, et son visage brusquement vieilli sembla avoir pris la couleur de la cendre. Peut-être avait-il déjà deviné, car il connaissait son fils. On ne peut voiler l'aurore, étouffer le printemps, ni éteindre la flamme du patriotisme dans le cœur d'un jeune homme. Il s'assit à la table, enfouit son visage dans ses mains et se mit à gémir. Car pour rentrer à la maison, il venait de se faufiler dans le petit matin gris qui se levait, honteux et voilé d'un linceul, sur des immeubles noircis, des rues désertes, jonchées de cadavres couverts à la hâte, sur des boutiques saccagées, des maisons démolies. L'esprit rempli d'amertume, il s'était posé cette question. Un tel gâchis, pourquoi faire? Et il n'avait pu trouver aucune réponse valable.